Bienvenue dans Les Chercheurs qui trouvent, le podcast qui vous fait rentrer au cœur des laboratoires. Dans ce premier épisode, j'accueille Fabien Montel qui va nous parler de biophysique. Ce domaine à l'interface entre la physique et la biologie est souvent méconnu du grand public, à part peut-être des anciens étudiants de première année de médecine qui en gardent rarement un bon souvenir. Pourtant, les recherches y sont très actives et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour Fabien. Hello, Alors toi, tu es chargé de recherche au CNRS c'est ça. et là tu travailles, tu fais de la biophysique. Donc, Ouais, biophysique, ça parle pas à grand monde. euh, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Donc la biophysique, on peut l'appeler aussi l'interface physique-biologie, c'est un domaine qui se trouve à la charnière de deux disciplines. La physique, on voit ce que c'est l'étude de la mécanique par exemple, du mouvement, de la dynamique des objets inertes, et la biologie, c'est plutôt ce qui se passe lorsqu'on regarde des objets vivants. Et ça fait partie de ces domaines à l'interface des disciplines académiques et classiques, avec l'idée que des deux côtés, du côté de la physique ou du côté de la biologie, on peut avoir des choses intéressantes à dire à l'autre côté de la frontière. Euh, si on veut donner des exemples dans les deux sens, il y a des exemples classiques, ce qu'on appelle en général le biomimétisme. Si on prend par exemple l'œil humain ou l'œil des animaux, il a servi de référence pour construire les appareils photo qu'on a autour de nous. Ouais. On a simplement copié sa structure, le diaphragme, la rétine, le fait que la lumière soit modifiée en passant à travers une lentille, tout ça, c'est des choses qu'on a copiées, entre guillemets, sur le vivant et qui a permis aujourd'hui de construire les appareils qu'on a autour de nous. On peut aussi parler de l'aile des oiseaux qui a été utilisée pour les avions. Donc ça, c'est des choses voilà, qu'on a autour de nous et quelque part on comprend bien d'un point de vue technique ce que le vivant en source d'inspiration a pu amener à l'étude et à la construction de nouveaux outils ou nouveaux objets. Il y a des choses qui sont un peu moins connues et peut-être plus importantes. Si on prend par exemple la dispute qu'il y a eu à l'époque entre Volta, qui était un physicien, et Galvani, qui était un physiologiste. Volta, il étudiait le courant électrique à travers les métaux en particulier. Et Galvani avait observé que si on faisait une décharge électrique à l'intérieur du corps d'une grenouille, on voyait que la grenouille avait des pattes qui se rétractaient. Et il avait donc compris que la décharge électrique, elle avait un effet sur le corps des animaux et qu'elle était capable de se propager à l'intérieur du corps des animaux. Alors c'est un peu une longue histoire, mais si on doit en retenir le résultat, ce que ça a amené au cours de plusieurs années et de contradictions entre ces deux personnes, Volta et Galvani, c'est la construction de la pile, des batteries qu'on a aujourd'hui. Ouais. La pile qu'a construit Volta, il l'a construit en fait en réponse à Galvani pour montrer que le courant dans les liquides, c'était un courant d'origine ionique, c'était des ions qui se déplaçaient à l'intérieur des êtres vivants. Et c'est ce dialogue, je pense, qui est assez clair ici, entre la biologie et la physique qui a amené de nouveaux concepts en physique. Ouais, mais à l'époque, c'était moins cloisonné, déjà, les sciences. Enfin, je veux Tout dire, à fait. un savant, il était biologiste, mathématicien. Alors que maintenant, Oui, c'est certain que la spécialisation, elle ouais. va croissant et plus on avance, plus les disciplines se spécialisent et c'est pour ça que les interfaces au sens large, hein, c'est pas forcément l'interface physique-bio, sont bien utiles parce que ça permet d'amener de nouvelles idées qui décloisonnent chacune des disciplines. Puis dans l'autre sens, les physiciens ont aussi apporté beaucoup aux biologistes, déjà au départ, avec tout ce qui est microscopie. Exactement. L'apport classique dans l'autre sens, c'est effectivement les techniques, hein, donc la diffraction des rayons X qui permet de faire des radios, qui permet d'avoir la structure des protéines. C'est un outil qu'on connaît bien. Un microscope, c'est aussi quelque chose qui est très utilisé dans les laboratoires de biologie. Mais il y a aussi des choses qui sont un peu moins évidentes. Par exemple, il y a une vingtaine d'années maintenant, un chercheur qui s'appelle Denis Ditcher, il a montré que si on prend une cellule souche, une cellule qui est capable de donner un individu en entier en se différenciant pour former d'un côté du muscle, de l'autre côté du cerveau, de l'autre côté de l'os, donc vraiment la cellule qui est à l'origine d'un individu, et que cette cellule, on la dépose sur un substrat, sur un solide, qui a une rigidité qui est très très basse, à peu près égale à la rigidité du cerveau, et ben cette cellule souche, elle va se différencier en cerveau. Au contraire, si on part d'une cellule
du même type et qu'on la dépose sur un substrat qui est très rigide, aussi rigide que l'os, et ben, ce qu'on a vu, c'est que cette cellule se changeait de structure, se différencier pour former une cellule osseuse. Donc on voit bien là qu'il y a un lien entre des propriétés physiques et propriétés mécaniques et la biologie, et c'est ce dialogue-là qu'on retrouve à chaque fois dans l'interface physique-biologie. C'est ce dialogue entre les deux. D'accord. Et toi, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler dans cette interface physique-biologie? Enfin, t'as quoi comme parcours d'abord? Moi, je suis ingénieur. Ouais, J'ai fait mes premières études à l'ESPCI, donc c'est une école qui est en interface physique, chimie et ouais, biologie. donc déjà à l'époque. Donc déjà, c'était quelque chose qui m'intéressait d'avoir voilà, la culture la plus vaste possible. Et ensuite, au cours de ces études, je me suis spécialisé jusqu'à arriver à faire un master qui était spécialisé sur l'interface physique-biologie. Ensuite, j'ai fait ma thèse euh, avec un certain type de microscope qu'on appelle le microscope à force atomique. Alors, à la différence des autres microscopes, c'est un microscope qui n'est pas optique, on n'observe pas les choses à travers des lentilles, par exemple, mais il va toucher l'échantillon qu'on veut analyser pour en déduire sa forme. En fait, une petite sonde mécanique vient parcourir, vient suivre la surface d'un échantillon pour en récupérer sa topographie. Ouais, la sonde, c'est une pointe. Voilà, Ouais. une petite pointe qui fait quelques nanomètres, quelques millionièmes de taille d'un cheveu. Et ce contact mécanique permet d'avoir une information directe sur la forme de l'échantillon, et on est capable d'avoir la forme d'objets vraiment tout petits. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la manière dont l'ADN, le patrimoine génétique dans notre corps, était compacté, puisque à l'intérieur de nos cellules, l'ADN, il n'est pas sous forme d'un grand filament qui se baladerait, mais il est sous forme de petites bobines qu'on appelle des nucléosomes. Et ces petites bobines, comme on le conçoit assez bien, elles empêchent à l'ADN d'être lu, hein, parce que l'ADN il est compacté à Ouais. l'intérieur de ces bobines. Et donc mon travail, ça a été de regarder des petits moteurs biologiques, qu'on appelle des facteurs de remodelage de la chromatine, et de montrer comment ces petits facteurs biologiques, ces petits robots, si vous voulez, qui consomment un carburant, dans ce cas-là, ce carburant s'appelle de l'ATP, sont capables de bouger ces bobines par rapport à l'ADN comme une perle sur un fil pour pouvoir lire l'ADN qui serait caché par la bobine. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et ensuite, j'ai fait un travail postdoctoral, donc c'est ce qu'on fait, c'est un, un contrat qu'on peut faire à la suite de sa thèse. Ouais, c'est un CDD de Oui, alors là, c'était 3 ans. ouais, Et moi, c'était à l'Institut Curie, donc c'est un centre qui s'intéresse à la lutte contre le cancer et aux mécanismes à l'origine du cancer. J'étais dans une équipe qui était une équipe de physiciens qui s'intéressaient au cancer. Et ce qu'on a regardé, c'est l'influence des contraintes mécaniques sur le développement des tumeurs. Et en particulier, si j'applique une contrainte, euh, une pression, si on veut, autour d'une tumeur, mais surtout que cette pression, elle est la même dans toutes les directions, on dit qu'elle est isotrope. Quel est le lien entre cette pression que j'applique et le taux de division de cette tumeur, sa capacité à envahir son environnement? d'accord. Donc en gros, t'appuyais dessus et tu regardais si Exactement. plus j'appuie dessus ou pas, est-ce qu'elle se développe plus. Voilà. Alors donc ça c'est intéressant justement parce que c'est quelque chose d'assez naturel. On se dit bah si j'appuie dessus, qu'est-ce qui va se passer? Et une des choses qu'on a vu, c'est que pour certains stades de cancer, quand on appuie dessus, en particulier pour les stades qui sont peu développés, ben, on va réduire son développement, et la tumeur va rétrécir ou en tout cas arrêter de se développer. Et pour des tumeurs qui sont très avancées, quand on applique une contrainte sur elle, et ben au contraire, là la tumeur va devenir très invasive. Et donc c'est là qu'on voit que c'est intéressant parce qu'on prend des choses qui ont l'air évidentes, on prend un objet, on applique une contrainte dessus, mais comme cet objet il est vivant, et ben là les choses qu'on connaît habituellement sur la physique deviennent bien plus compliquées parce que tout ça c'est régulé. Le vivant c'est quelque chose qui réagit à son environnement, qui a des boucles de rétroaction, on appelle ça. Et donc on ne peut plus avoir une description aussi simple que celle qu'on aurait pour un matériau inerte. D'accord. Et maintenant, du coup, le travail que tu fais, là, tu bosses plus sur les ports nucléaires, Ouais, c'est donc ça? depuis que je suis, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ouais, donc un port depuis, nucléaire déjà? ouais. Donc depuis que je suis au CNRS, je m'intéresse au transport de macromolécules. Alors, ce qu'on appelle une macromolécule, ça peut être pour le vivant les molécules d'ADN, par exemple, ou les molécules d'ARN qui sont un messager de l'ARN, mais ça peut être aussi des protéines, ça peut être des sucres. Et tous ces objets ont pour point commun d'être très longs, hein. C'est comme des fils, si on veut, très longs. Et une cellule, euh, la brique de base
des animaux qui sont autour de nous. Chaque cellule, on peut voir ça comme une poupée gigogne. À l'intérieur de la cellule, il y a une petite boîte, c'est le noyau. Il y a d'autres petites boîtes qui fournissent l'énergie ou qui modifient les protéines qui doivent être exportées. Et tous ces petits compartiments qui ont chacun une fonction, ils doivent interagir les uns avec les autres, ils doivent communiquer de l'information, ils doivent communiquer des molécules, et donc ces molécules doivent passer à travers des pores, des trous qui se trouvent sur la membrane de ces compartiments. Et un de ces pores, un de ces trous, se trouve être très important puisqu'il est à l'interface entre le noyau de la cellule et l'intérieur de la cellule, ce qu'on appelle le cytoplasme. Et ce pore, qu'on appelle le pore nucléaire, il a un rôle de tri pour savoir ce qui doit sortir du noyau, ce qui doit rentrer du noyau. Et les propriétés qui nous intéressent le plus là-dedans, c'est de comprendre pourquoi il est aussi sélectif. Il est capable de sélectionner bien mieux que n'importe quel système artificiel qu'on aurait conçu. Et comment il peut être aussi directionnel. C'est-à-dire qu'il choisit, en plus de savoir qui doit rentrer ou sortir, il choisit dans quelle direction l'objet en question doit aller, vers le noyau ou... D'accord. Donc, en gros, pour résumer, donc le noyau il est plutôt isolé du reste de la cellule. Ouais. Et puis il y a des petits trous et ils sont un peu comme des portes. Et puis il faut qu'il y ait un videur à l'entrée et à la sortie qui décide qui rentre, qui sort. Et ça, vous voulez comprendre comment ça marche. Exactement. En fait, une des motivations de tout ça, c'est on peut voir ces pores comme des filtres. Hein. C'est des agents qui trient ce qui se passe à travers une membrane. Et les filtres, on en trouve autour de nous partout. Tous les jus de fruits, par exemple, qui sont consommés, le lait, tous ces produits sont passés dans des filtres pour pouvoir sélectionner les, les produits qu'on veut consommer au final. Les médicaments qu'on achète sont aussi passés à travers des colonnes de filtration. Et donc le problème de la filtration, c'est un problème majeur. Et aujourd'hui, les outils qu'on a pour la filtration, ils sont en général assez basiques. Soit c'est des trous qui font la bonne taille, ou alors on va avoir une affinité très forte pour le filtre lui-même, mais dans certains cas, on va avoir une filtration très mauvaise, et dans l'autre cas, on va avoir une filtration très très lente. Et donc notre idée, c'est de se baser sur ce qu'on a trouvé sur le pore nucléaire pour développer des méthodes de filtration qui sont différentes et qui auraient l'avantage des deux, puisqu'en fait, dans la nature, c'est le même problème qu'on retrouve dans la filtration des jus de fruits ou des médicaments. On veut avoir à la fois du débit et la sélectivité. D'accord. Donc utiliser les pores nucléaires, enfin, biologiques pour pouvoir fabriquer Ouais, alors en éventuellement fait, des pores synthétiques ou donc là, c'est ou vraiment... carrément les utiliser directement. Non, alors là, c'est une approche mimétique. Donc en Ouais. fait, on regarde comment ça fonctionne. En particulier, il y a un réseau de polymères qui se trouve à l'intérieur du pore. Et on mime ça avec un système artificiel pour reproduire son fonctionnement et améliorer les procédés de filtration déjà existants et qu'on trouve vraiment, littéralement de partout autour de nous. D'accord. Et du coup, vous avez réussi à développer des trucs dans l'équipe, Oui, donc bah, ça c'est un projet. éventuellement des brevets déposés. Ouais, donc on a un cours de dépôt d'un brevet sur le sujet. Donc pour revenir un peu sur la biophysique, quels sont un peu les domaines d'avenir alors tu as dit qu'il y avait éventuellement un peu d'interaction avec la médecine. Oui, donc ça c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Après, c'est encore une autre interface. L'interface de la physique, par exemple, ou même de l'informatique avec la médecine, c'est encore un autre aspect des choses. Les choses qui m'intéressent moi, c'est plutôt en interface entre comprendre ce qui se passe dans le vivant et puis les approches à la physicienne. Dans cette interface-là, il y a plein de choses qui se développent qui sont très intéressantes, en particulier ce qu'on appelle la matière active. Alors ça, c'est assez rigolo. On peut essayer de reproduire la capacité qu'ont les êtres vivants à se déplacer. Donc on peut penser aux bactéries, par exemple, qui ont des petits flagelles qui leur permettent de se déplacer, ou à une autre échelle, les poissons, les oiseaux, et la capacité que ces objets ont d'interagir collectivement. Donc si on prend les bactéries, elles vont former des films. Si on prend les oiseaux, ils vont former des bancs ou des essaims, comme les poissons. Et ce qui a donné envie à des physiciens de reproduire ces phénomènes dans des systèmes artificiels. Donc là aussi, on s'inspire du vivant pour construire des systèmes qui sont artificiels. Dans l'autre sens, du côté, je dirais, de la physique vers la biologie,
un domaine qui se développe très fortement en ce moment, qui est assez intéressant, c'est la formation de petites gouttelettes liquides à l'intérieur des cellules. En fait, il y a quelques années, des chercheurs biologistes se sont aperçus qu'en période de stress, il y a énormément de petites gouttelettes liquides, gouttelettes de protéines, donc on pourrait identifier les unes à côté des autres. C'est des gouttelettes qui font quelques nanomètres, ou centaines de nanomètres de diamètre, et elles se formaient brutalement dès lors que la cellule était exposée à un stress. Donc ça a beaucoup posé de questions, puisque c'était quelque chose qui n'était pas vraiment étudié, et ça a trouvé des liens avec la formation de gouttelettes de liquide dans des milieux, on dit immiscibles, comme par exemple des gouttelettes d'huile qui se formeraient dans l'eau. Et ça, c'est des choses qui étaient étudiées en physique depuis très très longtemps. Et là, les gens se sont mis à le revoir, à le réétudier, ces transitions de phase, dans le contexte d'une cellule biologique et de protéines qui seraient capables, elles aussi, de former des gouttelettes. Donc ça, c'est des choses qui se développent énormément. Et globalement, tout ce qui est étudier les transitions de phase à l'intérieur des cellules, c'est quelque chose qui se développe beaucoup ces dernières années. D'accord. Pour finir, alors si tu avais un jeune qui envisageait de devenir, faire des recherches, de devenir chercheur, qu'est-ce que tu lui dirais, pas pour la pâter, mais qu'est-ce qui te plaît dans ce boulot et cette vie de chercheur? Bah, il y a deux choses. Qu'est-ce que je lui dirais? Déjà, je lui dirais de écouter ce qu'il a envie de faire et de foncer, et pas toujours écouter les rabat-joie qui sont autour de nous et qui nous disent que il n'y a plus de financement nulle part, qu'il n'y a plus de poste nulle part, et qu'il faut surtout faire ce qu'on a envie de faire et pas trop écouter ce que disent les vieux. C'est en général un bon conseil à donner aux jeunes. De manière très générale d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, je dirais ce que moi je trouve voilà, particulièrement rafraîchissant et toujours renouvelé dans ce travail, bah, c'est tout simplement de travailler avec des jeunes qui sont à un moment de leur vie qui est particulier, puisque c'est souvent le moment où ils vont passer leur thèse. C'est un moment où ces étudiants se construisent dans leur projet professionnel, c'est des moments où ils font des choix au niveau des sujets qui les intéressent ou qui les intéressent pas. Et donc vraiment accompagner les étudiants bon, du fait de l'encadrement que je fais avec eux, de leur stage ou de leur thèse, c'est vraiment finalement le, le moment le plus intéressant de ce travail-là, puisque quelque part, c'est le moment où ils découvrent le boulot de la recherche, et c'est pas toujours facile de garder un œil neuf sur les choses, et le fait d'interagir comme ça en permanence avec les plus jeunes, ça permet de garder un regard, je pense, intéressant sur ce qu'on fait. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi.